En fait, je pense que par rapport aux entreprises, il y a deux manières de faire. La première, ce serait vraiment de renforcer les dispositions en fait qui permettraient de sanctionner certaines actions que voilà ils seraient tentés de mettre en place pour pouvoir juste exploiter le plus de données, en savoir plus sur les consommateurs et toujours être plus intrusif. Donc je pense que par quand même la répression de certaines démarches, on peut parvenir à les dissuader voilà, de continuer dans cette lignée-là, d'essayer de brouiller un peu le consentement et la compréhension des utilisateurs. Mais le deuxième moyen, je pense, et qui serait très certainement beaucoup plus efficace, c'est la communication. C'est-à-dire que Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sal et Cyril Maud Sal. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. C'est avec un grand honneur que je reçois aujourd'hui sur le cercle ma chère Martine Nero Diouf, qui est fondatrice de Ikarange, un podcast et un cabinet de conseil qui a pour objectif de permettre aux auditeurs de comprendre les notions tournant autour de la protection des données personnelles et de se familiariser avec les bons gestes et pratiques leur permettant de faire d'Internet un usage sûr et vertueux. Martine, bienvenue au cercle. merci à toi, Philippe. Enchanté. Notre chère Mauroise, quoi. Exactement. La représentante du Maure, quoi. Oui, c'est ça. Non, en tout cas, ouais, c'est un grand honneur pour moi. J'ai suivi pas mal de tes podcasts sur le numérique, sur la confidentialité, et c'est assez intéressant. Donc, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous présenter brièvement ton parcours et ce que tu fais en ce moment? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors déjà, merci Habib pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être aujourd'hui l'invité de Cercle d'Influence. Alors moi, c'est Martine Diouf. Je suis mauroise, comme tu l'as mentionné à l'instant. Je suis cofondatrice de Ikarange, comme indiqué tout à l'heure. C'est un cabinet de conseil, mais également un podcast qui traite des sujets relatifs à la protection des données personnelles et à la cybersécurité. Donc, j'ai fait mes études et presque tout mon cursus universitaire et scolaire entre Bourg et Saint-Louis, plus précisément à l'université Gaston Berger. Coucou au passage à tous les Sanarois. Et j'ai terminé donc mes études ici en France en master en droit des numériques. Puis après, voilà, j'ai continué avec une spécialisation en protection des données pures parce que voilà, c'était vraiment une spécialisation en tout cas qui m'intéressait énormément. Et aujourd'hui, en parallèle de toutes ces activités-là, avec Ikarange, je travaille donc au sein d'un groupe bancaire français en tant que juriste en contrat informatique et protection. Ah, super, super. Mais en fait, je suis curieux. Comment t'es passé de juriste à un spécialiste des données personnelles? Alors, en fait, déjà, la protection des données personnelles n'exclut vraiment pas le droit, pour même dire que c'est en fait d'abord du droit. La protection des données personnelles regroupe en fait beaucoup de sujets, c'est-à-dire un volet en fait juridique, un volet qui est aussi technique ou technologique, mais aussi beaucoup en côté en tout cas très opérationnel. Donc vraiment avec comment fonctionnent les technologies, comment fonctionnent disons les outils que nous utilisons, comment fonctionnent et interagissent les plateformes sur lesquelles nous allons sur Internet. Et donc toutes ces actions-là, quand bien même sont très axées aussi technologie, nouvelles technologies et autres, doivent quand même être encadrées par le droit, comme bien sûr bien d'autres aspects, hein, comme le droit de la famille, etc., le droit pénal. Et donc c'est ce qui fait que le droit se marie très bien avec la protection des données personnelles et qui fait qu'aujourd'hui il y a des spécialisations en protection des données personnelles, donc avec que des juristes d'ailleurs. Ok, super, super. Oui, tu as parfaitement raison. Mais je suis un petit peu intéressé par les données personnelles. Bon, comme tu sais mieux que moi que nous vivons dans un monde où l'information maintenant est devenue le nouvel or
noir, quoi. Donc, avant, dans les années 90, début 2000, on parlait du pétrole, du gaz. Maintenant, la donnée est devenue une denrée assez essentielle pour le développement et pour l'émergence de différents pays. Et on a aussi vu ce qui s'est passé en 2014 avec Cambridge Analytica, qui est une entreprise britannique spécialisée dans la gestion des données, qui a, je pense, qui a arnaqué, entre guillemets, les données de plus de 87 millions d'utilisateurs Facebook afin d'influencer les intentions de vote, de manipuler des tendances boursières, ce qui a amené, après les élections de 2016 des États-Unis d'Amérique, pas mal de débats sur la notion des données personnelles et comment elles doivent être utilisées. Donc, d'après ton expérience, comment un utilisateur simple peut protéger et se protéger des différentes arnaques, des différentes possibilités d'avoir ces données utilisées par des organismes tiers? Comment on peut se protéger et comment on peut garder notre confidentialité et notre privacy dans un monde où tout est rendu public en quelque sorte? C'est une très intéressante question, Habib, et je pense que il y a différentes en tout cas différents moyens qui permettraient de parvenir à cela. La première chose, et c'est très bien d'ailleurs que tu l'aies bien souligné, c'est que la protection des données personnelles est d'abord une question, en fait, une chose qu'on doit nous-mêmes garantir pour notre propre compte. Il y aura tout à fait des lois à chaque fois, il y aura voilà, en tout cas une législation bien encadrée qui viendra réprimer l'usage qu'on peut faire des données entre autres, mais la première et meilleure des protections par rapport à nos données personnelles, c'est celle que nous faisons par rapport à ces données-là nous-mêmes. Et pour un utilisateur lambda, donc répondre à ta question, je pense qu'il y a différentes techniques. Vraiment, la première, c'est de faire attention, en tout cas par rapport à la personne ou au groupe de personnes ou entreprises vers lesquelles en fait on envoie nos données, par rapport auxquelles on partage nos données, et essayer de voir à chaque fois, se questionner en face de quelqu'un qui essaie de collecter des données personnelles sur soi, de les traiter ou autre. Pourquoi est-ce que je devrais partager mes données personnelles là avec telle personne? Donc déjà vraiment s'informer, essayer de ne pas hésiter à poser des questions à l'entreprise. Comment est-ce que vous traitez mes données personnelles là? Et dès lors que la réponse qui est apportée n'est pas suffisante ou n'est pas rassurante, ne pas en fait hésiter à refuser de partager certaines données personnelles là avec ces entités ou avec ces personnes. La deuxième solution, ce serait plutôt d'adopter, disons, une certaine hygiène numérique. C'est-à-dire vraiment veiller au type d'informations que nous diffusions via nos réseaux sociaux, parce qu'il faut quand même protéger sa vie privée, et le premier moyen de protéger sa vie privée, c'est de faire un tri sur les informations que je rends privées, publiques ou autres. Et le deuxième moyen, c'est bien sûr de faire attention c'est-à-dire au système grâce auquel on sécurise les accès à nos comptes. Essayer de choisir des mots de passe qui sont robustes, qui ne sont pas en tout cas évidentes à deviner pour quelqu'un lambda qui essaierait d'accéder à nos comptes, de le pirater. Essayer également de renouveler le mot de passe d'accès à nos comptes très très souvent, très fréquemment. Et bien sûr, essayer d'éviter de télécharger certains contenus qui sont illicites, essayer d'éviter d'aller ou de naviguer sur des sites qui sont pas très bien recommandés. Donc bref, c'est vraiment des moyens simples qui sont accessibles à tous au final, qui permettraient, je pense, quand même à un utilisateur lambda de protéger ses données personnelles. Ok, donc en résumé, utiliser des passwords compliqués, Très compliqué. pas des dates de pas naissance ou des noms ou des prénoms. Ok, ok. En même temps, prendre en compte un petit peu du règlement intérieur du site ou de l'application que tu utilises. Exactement. Et aussi, et aussi se familiariser aussi avec les lois et règlements en vigueur. Ok, mais d'une part, je pense qu'on en a parlé en off, c'est que la responsabilité, elle est partagée, que ce soit au niveau du consommateur, de l'utilisateur final, mais aussi au niveau des organismes, des entreprises qui développent ces réseaux sociaux ou qui mettent en place et collectent ces données personnelles. On sait tous que ça nous est
déjà arrivé tous d'entrer dans un site web et de voir cookies acceptés ou Accepté non, direct. refusés, ou d'ouvrir un nouveau compte Ouais. et tu vois un bouton accepter, lire le règlement intérieur, on vient, on accepte directement sans pour autant lire. Sans lire, sans lire. Mais Donc t'inquiète pas, mais moi, parfois, je lis pas. ouais, j'ai l'impression que, je pense que ces entreprises-là ont pris en fait l'avantage à savoir que l'être humain est facilement influençable et que notre psychologie a tendance à choisir l'option la plus facile, qui fait que parfois eux-mêmes ils utilisent en fait ce tour de mémoire que nous avons nous tous en tant qu'êtres humains pour nous pour nous amadouer quoi, pour nous manipuler. Parce que derrière, ils peuvent dire que l'utilisateur a accepté les cookies, l'utilisateur Donc, c'est a un accepté consent. les termes et Ouais. conditions. Mais en réalité, est-ce que ça n'aurait pas été plus facile si il y avait un autre moyen de comprendre les tenants et les aboutissants sans pour autant lire un règlement intérieur de 5 pages ou bien accepter des cookies? En fait, je pense que par rapport aux entreprises, il y a deux manières de faire. La première, ce serait vraiment de renforcer les dispositions en fait qui permettraient de sanctionner certaines actions que voilà ils seraient tentés de mettre en place pour pouvoir juste exploiter le plus de données, en savoir plus sur les consommateurs et toujours être plus intrusif. Donc je pense que par quand même la répression de certaines démarches, on peut parvenir à les dissuader voilà, de continuer dans cette lignée-là, d'essayer de brouiller un peu le consentement et la compréhension des utilisateurs. Mais le deuxième moyen, je pense, et qui serait très certainement beaucoup plus efficace, c'est la communication. C'est-à-dire que aujourd'hui, les entreprises voient en tout cas le respect, la protection des données personnelles comme une entrave à leur business. Et ça, c'est très problématique parce que on sait que, disons, la raison d'être d'une entreprise, c'est de faire du business, c'est de faire du chiffre, c'est d'être connu, c'est d'avoir un vrai marché, un vrai cadre dans lequel voilà, ils seraient sollicités et pourraient générer des revenus, ce qui en soi est très noble. Mais en l'occurrence, il faut vraiment leur montrer que vous pouvez allier les deux. Vous pouvez protéger les données personnelles de vos utilisateurs et consommateurs de produits sans pour autant heurter votre business. Et même aller plus loin en leur disant que le fait de tout simplement protéger les données personnelles de vos utilisateurs fait qu'en fait vous gagnez doublement. Parce que non seulement vous avez un système en tout cas voilà, qui est assez sécurisé, et derrière vous avez gagné et la confiance des consommateurs et la confiance des partenaires potentiels. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est, voilà, toi et moi, des consommateurs lambda. Face à deux entreprises, une en fait où la politique est vraiment très opaque par rapport à la protection de tes données personnelles et à leur traitement, et une deuxième par rapport à laquelle tout est très transparent, ils te disent qu'on n'a pas besoin de telle ou telle donnée parce que voilà, on te livrera directement, donc limite on a besoin de ton nom et de ton adresse, que nous conservons tes données dans un système très sécurisé. Par rapport à notre politique, on est très transparent. Laquelle est-ce que tu préférerais ? Forcément, je pense que ce serait en tout cas en toute logique la deuxième. Voilà. Donc, c'est un argument qui, au final, peuvent rentrer dans leur panier par rapport au fait que ça attire des utilisateurs qui sont, et disons-le, les utilisateurs, les consommateurs de ce 21e siècle sont très, très, très regardants par rapport au traitement de leurs données personnelles, par rapport juste à la protection de leur vie privée. Donc, il faut communiquer auprès des entreprises et des entreprises publiques comme privées d'ailleurs, pour bien sûr leur faire savoir que protéger les données personnelles de vos consommateurs, de vos clients, est un moyen de faire monter votre business. Et le deuxième moyen, c'est par rapport aux potentiels partenaires. Aujourd'hui, toi comme moi, encore une fois, je pense que nous serons beaucoup plus enclins à travailler avec un partenaire qui est aussi transparent, aussi clean dans sa manière de gérer les données personnelles de ses clients, dans sa manière de gérer et sécuriser son système d'information, plutôt que d'aller travailler avec un partenaire par rapport auquel on n'a aucune visibilité sur ces aspects-là qui aujourd'hui sont d'envergure. Si aujourd'hui il se présente un appel d'offres, en fait, je pense que de ces deux entreprises-là, celle qui est beaucoup plus compliant par rapport à la protection de ces données personnelles gagnerait le marché. Parce qu'aujourd'hui, la protection des données personnelles est, disons, un point d'envergure mondiale. Tout le monde s'en soucie.
pas seulement que les consommateurs sénégalais, mais en Afrique, en Europe, en Asie, tout le monde fait attention à ses données personnelles. Donc, je pense que vraiment, il faut changer le discours par rapport aux entreprises, leur montrer que faire marche avec la protection de données personnelles est un moyen vous-même de grow up. Et je pense que de cette manière-là, ils feront beaucoup plus attention et permettront bien sûr d'avoir une certaine démarche beaucoup plus vertueuse à l'égard de nos données personnelles. Oui, tu as parfaitement raison. En même temps, l'autre aspect, c'est, par exemple, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de comptes anonymes qui sont gérés par des centres de propagande. Je pense que l'autre jour, j'ai lisé un article sur yahoo.com. Je pense que c'est l'un des représentants de Twitter ou X maintenant qui disait que, en fait, 80% des sites de propagande politique qui sont sur Twitter sont gérés par des centres de propagande russes, en fait. Et leur objectif, c'est quoi? C'est de susciter des débats entre les démocrates et les républicains pour que derrière cette division, derrière cette mascarade, la Russie va en profiter pour gagner plus d'influence parce que ils ont compris que maintenant, au lieu d'envoyer des armes nucléaires ou d'investir dans des armes en fait destructrices, ils ont compris qu'avec TikTok, avec Twitter, avec Facebook, tu peux partager des informations fausses qui vont susciter une certaine division entre les peuples du même pays. Et derrière cette division, ça peut créer en fait une discorde totale que c'est comme si tu détruis en fait le pays à l'intérieur, quoi, sans que personne ne sache exactement qui est derrière. Pour dire que maintenant les réseaux sociaux est un outil puissant de propagande, de destruction massive, un peu comme les bombes nucléaires. Mais sauf que ça se passe de manière incognito, personne n'en prend en compte. Et c'est ça l'arme fatale, là. Moi, je pense que cette arme-là est fatale parce que tu t'en rends pas compte, en fait. C'est comme la politique d'assimilation de certains colons à l'époque où tu viens, on change ta manière de parler, ta manière de t'habiller, et puis avant que tu saches ce qui se passe, tu te comportes comme un fan, c'est comme un Américain ou comme C'est un bon, tu es Portugais. assimilé. T'es C'est assimilé, vrai, c'est bon. ouais, exactement. Ouais. Donc, je pense qu'en réalité, c'est une réalité, hein, elle est déjà présente. Disons que ce système-là a déjà été utilisé pour beaucoup d'autres situations, même pour certaines voilà, qu'on n'a plus en mémoire. Justement, tu le soulignais, donc pour Cambridge Analytica, c'est exactement la même chose. Ils ont instrumentalisé les réseaux sociaux pour essayer non seulement de collecter des données personnelles sur ceux qui répondaient aux sondages, pour essayer de voir quelles seraient les intentions de vote et pousser par la suite, un candidat par rapport à l'autre via différents moyens, comme actuellement c'est également le cas au sujet voilà, de la guerre en Ukraine avec la Russie. Donc je pense que la solution en tout cas pour se prémunir de tous ces effets-là, c'est vraiment de faire attention aux informations que nous acceptons en tout cas volontiers de croire, parce que parfois on ne fait vraiment pas de filtre, on y va, disons, les yeux bandés, mais aussi essayer de vérifier l'information. Je pense que ça reste en tout cas le moyen le plus basique pour pouvoir vraiment juger de si oui ou non on accorde sa confiance à telle information que j'ai bien reçue. Avant de diffuser une information, avant de la republier même, avant de la partager, parce que ce partage-là aussi est une manière d'informer les autres, il faut la vérifier, il faut être sûr de sa source, avoir du recul par rapport à l'information et même avoir du recul par rapport à la personne qui t'informe, parce que certains médias sont déjà, voilà, soit des côtés Ils ont leur propre agenda, ouais. Exactement. Donc vraiment vérifier tous ces aspects-là et revenir à l'essence de ce que je pense être une source scientifique, c'est-à-dire la recherche, tout simplement. Ouais. Et l'autre aspect aussi que je voulais te parler, c'est quelles sont les lois et règlements qui sont en vigueur en ce moment et comment, à la fois au niveau utilisateur final et au niveau aussi entreprise génératrice de données, comment on peut se prémunir au vu de ces lois et ces règlements en vigueur? Alors, il y a différentes législations
qui encadre la protection des données personnelles, que ça soit en France, donc qui fait partie de l'Union européenne, qui ont adopté en 2016, qui est entré en vigueur en 2018, le RGPD, donc le Règlement général pour la protection des données personnelles, ou en Afrique, où on a également la Convention de Malabo. On a également au niveau local, par exemple dans le cas du Sénégal, on a une loi qui existe depuis 2008, janvier 2008, et qui protège également, comme tu le mentionnes, les deux parties, donc à savoir les consommateurs, mais également les entreprises qui leur donnent un certain nombre de responsabilités. Et donc, ces lois, généralement, disent toutes la même chose. Donc, c'est-à-dire, identifient ce qu'est une donnée personnelle, donc en soi, une donnée qui permet de rendre identifiable ou d'identifier directement une personne. Donc, voilà, ça peut être, comme donnée personnelle, le nom, prénom, ça peut être un numéro de sécurité sociale, etc. Ensuite, ces lois posent en fait un certain nombre de droits auxquels l'utilisateur, en tout cas, peut bénéficier. Donc ces droits-là peuvent être le droit à l'information, c'est-à-dire, comme on l'évoquait tout à l'heure, pourquoi en fait vous avez besoin de traiter mes données. Ça peut être le droit à la limitation des traitements de données, etc., etc. Et ça peut même être un droit au refus que le responsable de traitement en face traite ses données personnelles. Donc il y a vraiment un panel de droits qui est mis à la portée du consommateur pour qu'il puisse bien sûr s'assurer de la protection de ces données personnelles-là et les faire respecter également. En delà de cela, il y a aussi un certain nombre d'obligations, donc par rapport aux responsables de traitement, des obligations qui sont relatives à la sécurité, à la confidentialité, etc., qui en fait que ces entreprises-là qui collectent les données personnelles donc de leurs consommateurs ne peuvent pas le faire n'importe comment. Ils sont obligés de suivre une certaine manière, ils sont obligés de suivre certaines procédures. Par exemple, au Sénégal, on a pour les entreprises donc, qui sont responsables de traitement, on a parfois un système de déclaration. Certains traitements doivent être déclarés, validés par la CDP, qui est l'autorité locale de protection des données, avant d'être mise en œuvre. Donc vraiment, je pense que globalement, c'est de cette manière-là que les lois que nous adoptons au niveau local, au niveau communautaire ou international permettent quand même de protéger les données personnelles de vous et moi. Super. Maintenant, parlons un petit peu de la génération Z et de la réalité actuelle du monde dans lequel nous vivons. Comme tu sais, je pense que nous, on est la génération Y, donc on est entre X et Z. Bon, d'une part, on est né avant l'arrivée du phénomène de l'Internet. Moi, je me rappelle bien, je suis né en 92, donc fin 92, donc je me rappelle bien l'époque où on avait des téléphones. Pour aller appeler, avec des dans tous les quartiers. ouais. Ou dans tous les quartiers, il y avait qu'une seule télévision. Tout le monde y allait. On allait là-bas pour regarder les luttes Tyson, Tafagay ou je ne sais pas quoi. Je me rappelle bien à l'époque où on était tout en dehors en train de jouer au foot, en train de se bagarrer, de foutre le bordel dans le quartier. Et puis à chaque fois qu'on dérivait, c'était pas uniquement nos parents qui étaient en fait les responsables qui nous élevaient, mais c'était tout le quartier qui nous élevait. Tout le quartier. Tu fais une boutade. Tu vas voir la tante à côté, ta voisine va te taper, après elle te ramène à la maison. Ta mère te donne un deuxième round, ton père avec son gris te donne un troisième round, quatrième round. Donc on vivait vraiment dans une communauté, quoi. On vivait dans un village, comme la citation qui dit, ils font un village pour élever un enfant, mais c'est tout à fait vrai, parce que l'enfant en fait est façonné par rapport à son environnement. Et on est tous en fait produits de notre environnement. Et du coup, avant l'arrivée des téléphones dans les années 2000, 2004, 2005, avant l'arrivée de l'Internet, au moins on a vécu un moment où on s'est sociabilisé, on a découvert le monde, on a fait des erreurs et on a compris la ligne rouge et on a fait de notre mieux pour ne pas la franchir. Donc d'une part, on est un peu chanceux, quoi. Maintenant, la génération Z, moi j'ai un problème avec cette génération parce que c'est des générations qui sont nées après les années 2000, qui ont évolué dans un monde où, au lieu de jouer dehors, ils sont là devant leur écran à jouer, à parler sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Donc, et on sait tous que
ce que tu mets dans les réseaux reste pour l'éternité. C'est pas parce que tu as mis une photo que tu l'as Elle supprimée que disparaît la là. photo est partie. Effectivement. Non, tout est dans la base de données, tout est sauvegardé. Je me rappelle bien, il y a quelques jours, je lisais un article d'un candidat potentiel aux élections de Canada. Je pense qu'il a perdu en fait sa candidature parce que tout simplement, ils ont révélé des photos de lui quand il était au collège en train de se bourrer avec sa copine. Pour dire qu'en fait, tu peux construire une réputation Elle pendant peut 20 être ans et détruite. puis il suffit de Exactement. 5 minutes pour Tout la à fait. ternir, quoi. Est-ce que tu peux parler un petit peu à la fois à ces jeunes-là et à la fois aux parents de ces jeunes-là pour leur faire comprendre que l'Internet, c'est bien, ça a des avantages, mais aussi il faut le traiter de manière responsable, il faut l'utiliser de manière éthiquement et moralement responsable. Parce que nous, par exemple, imagine-moi si toutes mes conneries Si tout quand j'avais apparaît, je 6 ans, pense 7 ans, que... 8 ans, 10 ans étaient filmées, Ouais. si tout était filmé, si tout on l'avait mis sur les réseaux sociaux pour l'éternité, mais je me Ouais, ferais c'est jamais sûr. respecter. Hein. Des Ouais, conneries, ouais, j'en ai ouais. fait, quoi. Et je pense qu'en tant qu'enfant, Tout tu es à fait. censé Tout faire à tes fait. conneries. C'est de cette manière qu'on apprend. Mais tu as vu au Sénégal, à chaque fois qu'il y a des propagandes ou des polémiques, que ce soit des polémiques sociales ou sexuelles, Tout le temps. des célébrités ou des personnalités publiques, tu vois les gens à travers eux se partager des photos intimes, des audios intimes, et ainsi de suite. Comme si, en fait, d'une part, tu participes à la dégradation des mœurs, en fait. Parce que franchement, on a tous droit à une vie personnelle, une vie privée et une vie professionnelle. Et j'ai l'impression que maintenant, les gens À prennent plaisir partager, ouais. à dénuder, à partager les vies privées et intimes des autres. Alors que si c'était toi qui étais dans l'autre bout de la chose, tu n'aurais pas du tout apprécié. Effectivement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, quoi, de la confidentialité, comment le monde de l'Internet pénètre notre vie intime et comment les gens parfois peuvent l'utiliser de manière irresponsable pour Effectivement. détruire des Et vies? je te remercie d'ailleurs pour la question parce que je pense que c'est une vraie occasion en fait de lancer, comme tu dis, un message à nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. En fait, il faut vraiment partir du fait que tout n'a pas vocation à être rendu public. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, certains moments, certains événements, certaines discussions qui ont juste en fait été faites dans un cadre privé, dans un cadre restreint. Et il faut aussi se dire que c'est pas parce qu'il y a Internet, c'est pas parce que voilà, il y a ce réseau social-là qu'au final, ma vie privée doit être étalée là-dessus. Non, il y a en fait cet usage que nous devons nous-mêmes faire d'Internet qui doit être un usage quand même responsable. De la même manière, donc avant de s'adresser à une personne, même à travers un commentaire, il faudrait quand même prendre le temps de se dire, mais en fait, cette personne à qui j'ambitionne d'adresser ces mots-là, si elle était en face de moi, est-ce que je serais en capacité de lui dire exactement la même chose? Est-ce que si j'étais ensuite à sa place, j'aurais apprécié qu'on me pose ces choses-là? Donc vraiment, c'est des notions de base. Je pense qu'il faut vraiment toujours avoir à l'esprit et ne pas se dire que l'anonymat existe via les réseaux sociaux. Il n'y a rien d'anonyme en fait sur Internet. C'est vraiment une illusion totale qu'il faut tout de suite élaguer. Il n'y a rien qui ne puisse pas être retracé jusqu'à la personne qui l'a faite. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que nous publions sur Internet, faire attention également au paramétrage de notre compte. Si aujourd'hui, on ne veut pas que notre compte soit accessible à tout le monde, etc., on peut partir sur des modes privés de compte, j'entends. Mais quel que soit Alpha, il faut vraiment non seulement penser à soi-même en faisant ces actes-là, donc de partage ou voilà, d'envoi de certains messages et autres, mais il faudrait aussi penser à l'avenir, penser vraiment à l'effet que cela peut avoir tant sur le moral de la personne, sur sa vie, sur son entourage, sur sa réputation et même sur psychologiquement, en tout cas sa santé, l'impact que ces actions peuvent avoir. Parce que ça peut être isolé, quelqu'un peut très bien rester dans sa chambre en rigolant, pensant que ça va être drôle, faire ce qu'il a à faire, sauf que derrière, tu crées des conséquences colossales dans la vie d'autrui. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. En tant que jeunes, je pense que nous sommes tous appelés à vraiment faire attention d'user d'Internet, d'user donc des apports, des bénéfices des réseaux sociaux et de cette connectivité-là de manière tout simplement responsable.
Et d'autre part, je pense que pour les parents, il est aussi très important d'avoir en tout cas une démarche qui aide en tout cas les enfants dans cette lancée-là de les responsabiliser. C'est-à-dire que il y a un certain âge où l'enfant n'est pas spécialement, disons, intelligent, de manière très claire. L'enfant Ouais, il est facilement impressionnable. influençable, ne se pose pas mille et une questions avant de poser un acte, etc. Donc, à ces stades-là de la vie, je pense que l'idéal serait quand même de le protéger encore jusqu'à ce que voilà, les parents sentent vraiment que mon enfant est assez responsable maintenant pour gérer tout seul ses actions sur Internet, etc. Mais pas que. Et là, à ce moment-là, je le laisse lui-même faire en tout cas, comme on dit, faire sa vie. Donc, peut-être essayer de ne pas donner trop tôt aux enfants un téléphone. Peut-être essayer de bloquer certains accès sur Internet, c'est-à-dire filtrer les liens ou certains sites auxquels l'enfant ne peut pas accéder parce que tout simplement, vu son âge, il n'a pas besoin d'y accéder. Ça peut être des sites qui ne sont pas très recommandables, des sites etc. Si par exemple, l'enfant a besoin de naviguer sur Internet, et ça, c'est vrai, bon, disons qu'aujourd'hui, Internet quand même est une ressource infinie de savoir, une ressource infinie de connaissances et de résultats de recherche. Donc oui, permettre certains accès à des sites éducatifs ou autres, scientifiques, mais bloquer d'autres accès ou en tout cas les restreindre à contrôle parental, ce qui fait que on devra à chaque fois avoir un certain suivi de ce que fait mon enfant sur Internet. Et enfin, je pense que pour les parents, ce qui ne changera pas, qu'on ait Internet ou pas, c'est vraiment l'échange. Discuter avec ses enfants, parler souvent de ce qui se passe, des phénomènes, essayer de voir quel est leur raisonnement, essayer de guider aussi leur raisonnement en les poussant de temps en temps quand on entend qu'ils émettent certains avis, leur dire ah attention, ça il ne faut pas le faire ou il ne faut pas le dire tant que tu l'as pas vérifié, es-tu sûr de ce que tu as dit? C'est-à-dire instaurer chez eux un réflexe de vérification de l'information, un réflexe de tri dans ce qu'ils partagent, ce qui fait que par la suite, ils seront beaucoup plus autonomes, en tout cas responsabilisés, beaucoup plus autonomes en tout cas à pouvoir naviguer sur Internet de manière très sécurisée. Ouais. Non, mais imagine si j'avais un téléphone Mais smart à vraiment, l'âge de 10 ans. il y aurait des Non, dégâts sur Internet. non, mais imagine à l'âge Il y de aurait 10 des ans, tu me dégâts, il donnes y un aurait des téléphone dégâts. avec YouTube, avec de la connexion Ah, illimitée, mais je ouais, passais tout mon temps à regarder des vidéos c'est de sûr, Cristiano Ronaldo, c'est sûr. Messi, des vidéos de boxe, je passais mon temps à jouer des PlayStation, du FIFA. Non, je me rappelle bien, moi j'ai eu mon premier téléphone en D'accord. 2002. Et je pense que c'était un Ouais. Ah bah 3310 non, c'est pas bien. Moi, j'ai eu mon avec premier leur téléphone, putain de sonnerie, quoi. je pense, en seconde ou première. Hein. Vraiment pas très tôt non plus. Hein. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, non, tante m'a dit je pouvais faire rien à part Exactement. appeler ou recevoir un Et appel, c'est même tout. les appels, à chaque fois, c'est les appels des parents. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Et les appels de parents. Donc voilà. Non, mais non, c'est extraordinaire. Mais parfois, je compatis. Franchement, je compatis à la nouvelle génération. Parce que d'une part, ils sont pas responsables. Ils sont nés dans ça. Mais moi, ce que j'ai appris, même moi, je vois des gens qui ont le même âge que moi ou qui sont plus âgés que moi, qui se font parfois, en fait, obnubilés ou qui se font parfois emportés par les réseaux sociaux. Par exemple, moi, je connais des gens qui sont dans la vraie vie bienveillants, gentils, agréables, mais parfois tu les vois sur les réseaux faire des commentaires ou débattre, surtout sur Twitter. Moi, c'est pour ça que Twitter, Twitter, il est toxique. Déjà, moi, j'ai l'impression que c'est comme parfois tu vois quelqu'un qui est gentil et tu le vois conduire et tu le vois insulter tous les passants, tous les véhicules qui dépassent. Il sort complètement de son caractère, il est complètement colérique. Mais tu te dis, mais attends, c'est qui cette personne-là? C'est pas la personne que j'ai connue, quoi. C'est pareil avec les réseaux. Je pense qu'il y a certains réseaux, ça te sort de ton caractère, ça te rend déprimé, anxieux. Tu es tout le temps dans la défensive, tu essaies de répondre à tous les commentaires. Et je pense pas que mentalement, physiquement, c'est pas sain pour ta santé mentale. C'est pas du tout ça, non, mais tu as tout à fait raison. Donc, et même, je pense, ça te dessine en fait un profil qui en réalité ne te correspond pas parce que ce qui est écrit sur les réseaux sociaux reste muet, comme on le dit. Donc, c'est-à-dire, on le lit parfois mal
c'est-à-dire sans l'intention de la personne qui l'a écrit, et puis on réagit dans son coin, on s'énerve dans sa chambre, parfois on est même sur son lit, on n'a même pas encore eu le temps de dire bonjour à la famille, etc. Et puis voilà, on commence à s'énerver sur Internet, et puis voilà. Donc en fait, ça pousse les gens à avoir, disons, un comportement qui n'est pas forcément celui de tous les jours. Ça crée une bulle, ça crée un petit monde, tellement parfois que certaines personnes peuvent même y être accros. Donc je te le disais la dernière fois, mais parfois il m'arrive tout simplement d'aller en resto avec des amis, et tu vois carrément des gens qui sont sortis de chez eux, qui ont dit on va passer du temps ensemble, donc voilà, manger ensemble, mais qui sont chacun sur son téléphone. Certains se permettent même, avant de manger ou de parler avec les invités avec lesquels ils sont venus, ils se permettent de tout filmer les repas, les plats, dire coucou, etc. avant même en fait de soi-même directement profiter du moment, profiter de la personne. C'est devenu une bulle, et je pense que effectivement, en fait, pour un usage vraiment sain, il conviendrait quand même qu'on s'en décolle un peu, qu'on essaie de... Oui, il faut Ouais, non, moi, je limiter, suis voilà, d'accord. l'usage. Ouais, ouais. Oui, et ça, c'est ça le danger, en fait. C'est du genre, quand tu arrives à faire de ta vraie personnalité une représentation illusoire et fausse de ta personnalité sur les réseaux sociaux, ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que moi, avant, c'est ce que je pensais. Je pensais que si tu es un compte dans la vraie vie, ça va te répercuter sur tes commentaires sur les réseaux sociaux. Du genre, c'est comme dit la citation, quoi. Si tu croises un con, si tu croises un con et que, par exemple, imagine tu vis ta vie tous les jours et tu croises un con, lui, il est un con. Mais si toutes les personnes que tu croises sont des cons, alors mon gars, c'est toi le con. Tu vois un peu? Et c'est un petit peu ça, quoi. Tu vois des gens. En fait, je me disais, OK, si tu fais des commentaires péjoratifs, insolents, si tu es désagréable, certainement tu dois être désagréable dans la vie. Mais après, quand j'ai vu des personnes que je connais pour de vrai sortir de leur caractère parce qu'il y a quelqu'un qui a commenté sur leur livre ou sur leur post et ils se mettent dans la défensive, après je me suis dit, non mais attends, ça n'a rien à voir avec la personnalité des gens. C'est juste un environnement toxique où peu importe ta gentillesse, tu risques d'être Influencé, enroulé, oui, tout à quoi, et fait. tu peux rien Et faire. même pour renforcer ce que tu Influencer. dis, en fait, Internet et surtout les réseaux sociaux ont offert en fait une tribune beaucoup plus large à des gens qui auparavant n'y étaient pas, tout simplement. C'est-à-dire que avant qu'il y ait ce boom des réseaux sociaux là, certaines personnes restaient dans leur coin, gardaient leurs avis, voilà, sains, pas sains, bienfaisants ou pas, mais ils le gardaient pour eux. Sauf qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense, sans faire le tri, sans faire le filtre, sans voir si en fait ce que je vais dire, ce que je vais faire apportera quelque chose de bien à la communauté. Est-ce que ça sera quelque chose d'inspirant? Non. Maintenant, il y a plus de filtres sur Internet. Donc le filtre, c'est nous au final. C'est à nous de voir ce qu'on lit, C'est à nous. de voir ce qu'on croit, de voir ce en quoi voilà, on apporte notre soutien ou pas. Mais vraiment, c'est en fait, disons, un portail qui a ouvert les vannes très très larges. Et on ne fait plus forcément attention, ce qui est même très dangereux parce qu'au final, on voit tout et rien. Et c'est ça justement le risque. Qui croire, qui ne pas croire, qui soutenir, qui ne pas soutenir. Et ça crée même parfois des effets de meute, de violence, de haine en ligne. Vraiment, c'est devenu un grand marché. Il faut vraiment y trouver son produit, quoi. Ouais. Non, non. En même temps, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que comment quelqu'un peut se réveiller. Par exemple, moi, je commente jamais sur les Pareil, réseaux sociaux. pareil. Et même si Ouais. j'apprécie, hein, si j'apprécie un truc, je clique sur Et le c'est bouton bon. like ou je commente avec un emoji du genre comme ça, bien fait. Et je poste et je ghost. Je poste et je ghost. C'est mon principe, quoi. Mais j'arrive pas à voir des gens. Par exemple, parfois, tu lis un article sur Seneweb, mais tu vois les mêmes personnes qui Tout le commentent temps, sur tout tous le temps. les articles. Sur Instagram, tu vois des gens qui commentent sur toutes les publications. Mais après, je me demande, mais Moi, attendez, moi, la vous question, n'avez c'est pas de déjà vie? d'où est-ce que vous Vous n'avez trouvez pas de le vie? temps de... Où est-ce que vous trouvez le temps de faire ça? Moi, déjà, je demande parfois à Dieu de prolonger ma journée finir? pour que je puisse faire tout Comme ce je que te j'ai à faire. comprends. Extraordinaire. Mais je me dis, mais comment vous faites, quoi? Ouais. En même temps, ce qui est fou, c'est que ces gens-là sont illusoires. Ils vivent dans l'illusion. Parce que imagine, tu dis des mots péjoratifs à un lutteur.
en combattant, en boxeur, et que tu sais que même toi, au fond de toi, dans la vraie vie, ce mec va te casser les couilles. Désolé du terme. Non, mais c'est extraordinaire, quoi. Je- Non, Ouais. mais je sais bien, en tout Mm. cas, je pense que ces gens-là, la vie va trouver un moyen de les Je sais éduquer, pas. quoi. Parce que je pense qu'il y a un décalage entre la vie réelle et Je la crois vie que je des réseaux serais sociaux. Et parfois, les gens pessimiste. oublient que la vraie vie, ça se passe en fait hors des Exactement. réseaux, quoi. La life happens out of Mm, the mm, social media. Mais ñoom Ouais, xamuñu ouais, loolu, quoi. Mais c'est ouais. extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, j'ai quelques questions personnelles d'introspection Oui, bien avant sûr. qu'on boucle. Mais je pense qu'on a abordé tout ce qu'on pourrait aborder sur la partie protection des données. Ou bien tu as d'autres choses à rajouter ou... Je pense effectivement qu'on a tout dit. Le seul point, pour moi en tout cas, ce serait juste de lancer un dernier appel, surtout à tous les experts en la matière qui sont dans la diaspora. C'est vraiment disons, mon petit combat. C'est vraiment faire en sorte que ceux qui ont quitté les pays d'Afrique, et dans notre cas en tout cas qui ont quitté le Sénégal, qui sont venus ici se former, qu'ils n'oublient pas qu'ils ont également leur influence, leur expertise, leur capacité, leurs compétences à mettre au profit de notre pays, que ça soit dans la protection des données, que ça soit en matière de cybersécurité. Vraiment, n'hésitez pas à essayer de garder un œil sur ce qui se fait, essayer de contribuer à votre manière. Je pense que c'est un devoir patriote auquel vraiment tout le monde devrait contribuer. Ouais, oui, t'as parfaitement raison. On n'a pas parlé aussi d'un peu des VPN, là, les Virtual Private Network, ou bien il y a des applications aussi qui te permettent de contrôler un peu, de protéger en fait ton serveur et de faire sorte que il y aura pas de communication entre ton IP ou ton ordinateur avec les réseaux locaux ou le réseau international. Ça aussi, je pense que c'est des choses à prendre en compte parmi les recommandations à appliquer quand il s'agit de se protéger et de protéger ses données personnelles. J'ai entendu aussi, il y a des réseaux sociaux pour ça, non pas un réseau social, mais je veux dire, il y a l'application Mhm. Signal, c'est Alors ça, Signal, oui, non? il y a Signal, c'est un peu, différentes oui. applications de messagerie, hein, notamment parce que Signal est une application de messagerie qui, disons, sont un peu plus vertueux en matière de protection de données personnelles et surtout beaucoup plus transparents par rapport à leur système de fonctionnement et par rapport à la manière dont ils traitent et accèdent à nos données. Donc oui, il y en a qui sont plus privilégiés, comme tu le dis, Signal par rapport à d'autres, comme par exemple WhatsApp, où vraiment il y a beaucoup à dire. Donc oui, je pense qu'il y a aussi beaucoup de communication à faire autour de ces réseaux sociaux-là. Essayer d'en recommander selon notre expérience, celle qui nous semble en tout cas beaucoup plus éthiquement correcte et essayer voilà, d'en parler au plus grand nombre possible. Mm. Voilà. Super, super. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé quand Macky Sall a coupé l'Internet et les données mobiles au Sénégal? Est-ce qu'il Oula! avait le droit? Là, très très grande question. Enfin, je pense qu'on pourrait y passer des heures à discuter de cette situation-là. Mais je dirais juste que aujourd'hui, en fait, Internet n'est plus seulement un moyen de converser, un moyen de faire des recherches. Aujourd'hui, et essentiellement à cette ère du numérique-là, Internet est devenu un moyen de faire du business. Internet est devenu un moyen en tout cas de partager des informations, de garder des liens entre des membres de famille qui sont loin. Donc je pense que on perd tous, tant l'État, les entreprises que les particuliers, à essayer de restreindre Internet, à essayer de bloquer certains accès, etc. Parce que tout le monde y perd au final, l'économie y perd, parce que les entreprises, voilà, par rapport à leur connectivité, qui en tout cas aidait leur chiffre d'affaires, c'est un peu au rabais, sont un peu au rabais. Les particuliers en souffrent parce que voilà, il y a aussi quelques auto-entrepreneurs qui, grâce à Internet, font du chiffre. Il y a des personnes qui tout simplement gardent le contact avec leurs proches qui sont loin, qui s'inquiètent, etc. grâce à Internet. Donc il y a vraiment, vraiment beaucoup d'enjeux. Jusqu'au point réputationnel, parce qu'aujourd'hui, faire une communication dans ce sens-là, que Internet ne marche plus au Sénégal, etc.,
c'est très négatif pour un pays, c'est très négatif pour l'image démocratique que nous pouvons avoir. Donc je pense que dans tous les cas, tout le monde y perd et c'est vraiment pas une solution à privilégier. Donc peut-être éviter ces situations-là à l'avenir. Voilà. Ouais, ouais, c'est bien Ouais. dit, ouais. Au moins, Ah t'es non, pas je partisane suis de Macky partisane Sall. de personne. Dans ce cadre-là, je pense que je suis plutôt partisane du Moi respect aussi, je suis des droits. partisan de personne, mais Ouais. Non, euh, non, mais t'as pas fait de ma raison. Moi, ça m'a choqué. Je pense que ça n'avait pas. C'est dommage que notre c'est très démocratie est dommage, arrivée à ce effectivement. C'est point-là, bien quoi. dommage. C'est très dommage. Je pense que le Sénégal est connu pour son passé démocratique et pour son exemplarité sur ce Mhm. point-là. Martine, j'ai quelques questions personnelles, juste parce que nous, dans le podcast, on a l'habitude de montrer l'expertise technique et la compétence de nos invités, mais à la fin, on essaye d'humaniser Bien sûr. l'expérience en montrant à nos auditeurs et à nos spectateurs que cette personne, elle a beau être magnifique, Mhm. exceptionnelle, elle a connu des échecs, elle a connu des hauts et des bas, elle a certaines insécurités, certaines peurs qu'elle Mhm. essaie de combattre, et que tout ça, c'est beau et c'est C'est normal, humain. et ça fait Exactement. partie de la Ouais. vie, en fait. Et qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être remarquable, quoi. Que malgré les hauts et les bas, on peut toujours arriver Tout à à faire de fait. belles choses. Donc, est-ce que tu as connu un échec particulier qui t'a marqué? Si j'ai connu un échec, oui. Oui, j'en ai connu un. Bon. Après, que certains ne considèrent pas comme vraiment un échec, mais je pense que pour moi, oui, c'est une période en fait où on a un peu accumulé les échecs, si tu veux. Ah ouais, Donc, j'en oui, connais oui, quelque oui. En chose fait, là. à l'époque, en 2017, je pense 2017-2018, en fait, j'avais représenté mon université, donc l'UGB, à un concours africain de procès simulé au Ghana. Et on était vraiment prêts à revenir en fait avec la coupe. On a travaillé des soirs et des soirs pour vraiment y arriver. Et surtout, on était prêts. On se disait vraiment que cette année, ça sera l'année de l'UGB parce que ça faisait quand même, je pense, 2 ans que l'UGB n'avait pas remporté ce concours africain-là. Et on est revenu troisième. On est revenu troisième et non seulement on n'a pas eu vraiment ce qu'on souhaitait, mais en plus de cela, on est revenu à un moment où, en fait, dans mon université, ma section avait décidé de faire une année blanche, de décréter une année blanche parce que voilà, il y avait beaucoup de perturbations, etc. Et en fait, ça a donné un sentiment d'échec total, mais vraiment sur tous les plans. C'est vraiment, comme je te disais, une accumulation d'échecs. Et quand vraiment on revient d'un contexte aussi concurrentiel et que voilà, on se rend compte que il faudra reprendre la même année l'année prochaine parce que tout simplement, voilà, enfin, ça fait vraiment, vraiment très mal. Je pense que c'est l'échec ou les échecs qui m'ont le plus marqué jusqu'ici. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu as appris de cet échec? Qui t'a aidé après J'ai dans la vie? appris qu'il faut être résilient. Qu'il faut être résilient. Comment cela a été le cas, en tout cas, quand on nous a annoncé que ce serait une année blanche. J'ai activé tout de suite une procédure pour voilà, aller continuer mes études ailleurs, dans une autre université. Et en fait, c'était pas un état d'esprit auquel on se prépare forcément, parce que c'est assez exceptionnel quand même, quoi qu'on dise, une année blanche. Et je pense que la leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est le fait que, qu'importe la porte qui vient de se fermer, essaie d'en ouvrir une autre. Essaie de rebondir, essaie de te dire que c'est pas la fin, essaie de te dire que c'est vraiment très très dur en ce moment, mais c'est justement pour que tu acquières les leçons qui te permettront par la suite de faire en sorte que ça ne soit plus dur du tout. Donc je pense qu'il faut vraiment être résilient et c'est quand même l'un des capacités les leçons en tout cas les plus importantes qu'on peut tirer d'un échec, c'est-à-dire la résilience. Essayer un peu de vivre comme un phénix, quoi. Donc vraiment renaître de ses cendres. Ouais, ouais, je Mm. suis parfaitement d'accord. La résilience, c'est une vraie Ouais. vertu, c'est une valeur. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné? Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est n'attends rien des autres. Et c'est vraiment de vivre par toi-même. Essaie de ne pas compter tout le temps sur les autres. Et s'il y a
quelqu'un sur qui tu peux toujours compter, que ça soit Dieu. Mais vraiment, mise tout sur Dieu, mise tout sur ta foi. Et le reste, c'est Dieu qui s'occupe de tout. Donc, je pense que oui, et c'est un conseil qu'on ne donne pas forcément tout le temps. On entend très souvent les gens dire il faut bien t'entourer, choisis bien ton entourage, choisis bien ton partenaire de vie, que ce soit ton mari ou ta femme. Mais très rarement on dit aux jeunes appuie-toi que sur Dieu et compte sur toi-même. Je pense donc oui, c'est le plus beau conseil qu'on m'a donné. Ouais. C'est vrai que les jeunes ne sont pas réputés à être des gens de foi et de conviction. D'habitude, on est dans l'exploration mondaine. Et après, quand on commence à atteindre les quarantaines, les cinquantaines, la courbe, on voit que la mort se rapproche. On commence à changer là. On devient sage. Vous nous voyez avec nos chapelets. On part à la mosquée. On porte des tenues traditionnelles. C'est tout à fait ça. Ouais, c'est fou quoi. Alors que la mort n'attend personne que tu sois vieille, jeune. Si vous allez au cimetière, vous allez voir des enfants, vous allez voir des petites filles, vous allez voir des jeunes, des adolescents. La mort n'a pas d'âge quoi. Mais bon. Mais ça, je pense que on est tous coupables. Même moi-même, je suis coupable. Là. Même si je pars, je pense souvent à la mort, mais l'idée de mourir là, jeune, ça me traverse pas trop l'esprit. C'est vrai. En soi, on y pense que quand on est face à une circonstance qui nous réveille un peu de notre rêve, tu vois. Par exemple, quand on perd un ami proche qui était tout jeune, ni femme ni enfant, qui n'a vraiment même pas pu démarrer sa carrière professionnelle, c'est là que en fait on se dit oula, là c'est un sursaut quand même qui me fait revenir à la réalité. Mais 2-3 mois après c'est reparti, on repart dans nos habitudes. La vie reprend son cours. Exactement, donc je pense que c'est l'être humain qui est comme ça. Non, c'est heureusement que l'être humain est doué de la faculté d'omission. Imagine si on n'oubliait pas. Ce serait difficile. Quel est le pire conseil qu'on t'a donné? Le pire conseil qu'on m'a donné, je pense, c'est en matière financière. Quand en fait, face à une dépense ou à une situation, tu sais, t'as toujours quelqu'un à côté de toi ou quelqu'un qui te dit non mais one life, vas-y, profite, fais-toi plaisir, tu le mérites, nanana. Et c'est à ce moment-là que tu te dis bon allez, je vais suivre son conseil, je vais investir dans ceci ou dépenser pour cela, etc. Et par la suite quand même, quand tu prends le temps en tout cas de réfléchir, tu te dis oula, j'ai pas été très malin. Donc oui, je pense que les pires conseils, c'est vraiment ça. Quand vraiment quelque chose te pousse à faire une action tout de suite comme ça, dans la spontanéité, il faut toujours franchement prendre un peu de recul et se dire une décision. Et il n'y a pas de flashback. Donc il faut vraiment que je la prenne avec un peu plus de sérénité et essayer d'éviter les dépenses compulsives, essayer d'éviter aussi les décisions compulsives. Ok. Est-ce que tu as une peur ou une insécurité que tu essaies de combattre? Je pense que c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec, tu sais, quand tu prends vraiment à cœur les projets que tu mets en place et que voilà, tu te dis que en fait là, ok, ça y est, je me suis moi-même hypée, je suis prête, mais que tu commences à voir arriver des obstacles. Et tu te dis, oula, peut-être qu'en fait, mon projet, il ne tiendra pas, peut-être que l'impact que je voulais, je ne l'aurai pas, etc. Et que tu te poses 1001 questions, que tu commences à douter. Je pense que c'est vraiment des situations très désagréables que j'aimerais, auxquelles je n'aimerais plus faire face. Vraiment, cette situation où on a peur d'échouer. Voilà, c'est l'une de mes plus grandes insécurités, mais voilà, chemin faisant. C'est la peur de réussite ou de la peur d'échec? J'ai peur d'échouer quelque chose auquel je tiens. Ok, mais quand tu réussis et quand tu le réussis? Quand je réussis, c'est une fierté. Ok, ok. Ouais. Parce qu'il y en a certaines qui
ont peur de la réussite, en fait. C'est le sens contraire. C'est un peu plus rare, peut-être. Parce que la réussite, quand même, je pense, au final, tout le monde se la souhaite. Donc, voilà. Mais certainement. Ouais. Non, mais c'est bien. Et l'autre chose, c'est que quel est l'ingrédient qui manque en ce moment pour que ta vie soit idéale? L'ingrédient qui manque... je pense que par la grâce de Dieu, quand même, j'ai tout ce qu'il me faut. Ah ouais. Sans prétention, sans prétention. Ah ouais. Ah, voici une personne heureuse et accomplie, quoi. Mais non, exceptionnelle. Il y a toujours quelque chose. Mais c'est là, t'as atteint la phase ultime de la pyramide de Maslow, quoi. L'accomplissement de soi. Pas du tout. C'est très humblement dit, mais vraiment. Mais je pense que si je devais prier pour quelque chose aujourd'hui, ce serait pour avoir un peu plus de foi, être beaucoup plus attaché à Dieu, et je pense que c'est une manière d'avoir assez de force pour surmonter dans ta vie tout ce qui pourra se présenter. Je pense que c'est vraiment ça l'essentiel à demander. On n'est jamais assez attaché à Dieu. Donc je pense que oui, j'aimerais bien quand même grandir un peu plus dans ma foi, être un peu plus proche du Seigneur. Ah ouais, je savais pas que je parlais avec une sainte là. Ah, tu m'as eu là. Arrête, Habib. Prie pour moi après. Non, et dernière question, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? L'influence que j'aimerais laisser, c'est l'influence en tout cas d'une personne, d'une femme qui a apporté positivement à la communauté des jeunes en termes de connaissances, en termes de bonnes pratiques dans le domaine qui est aujourd'hui ma spécialisation, à savoir la protection des données personnelles. Surtout en Afrique de manière générale, pas qu'au Sénégal. Je pense qu'on manque vraiment de modèles leaders dans cet environnement de l'entrepreneuriat, dans cet environnement du cyber, de la protection des données, etc. Et je pense que vraiment, il faudrait que les jeunes filles et les femmes s'y mettent un peu plus. Et j'aimerais faire partie des figures leaders, en tout cas, qui ont influencé ce mouvement. Ah ouais, cause noble. En tout cas, Martine, merci beaucoup. J'ai bien apprécié notre moment d'échange. J'ai beaucoup appris. Et ton podcast, c'est top. Continue de le faire. Ça inspire et ça éduque et c'est instructif en tout cas. Pour les gens qui nous écoutent, comment ils pourront entrer en contact avec toi? Comment ils pourront écouter tes podcasts? Et si tu as un projet ou un truc à promouvoir, bien sûr. Alors pour le podcast de Ikarange, il est accessible donc sur Spotify et bien sûr sur Anchor. Donc Ikarange tout simplement, E-K-A-R-A-N-G-E. Nous avons également un site, donc Ikarange, www.ikarange.com, et nous sommes présents également sur LinkedIn, donc pareil, Ikarange avec le petit logo bleu et orange. Tous nos articles, tous nos adresses mail sont disponibles là-bas, et autrement, je suis également disponible via LinkedIn, Martine Dehaudiouf tout simplement. Pour nos projets, nous sommes actuellement en train de planifier beaucoup d'événements, notamment en octobre, qui est un mois dédié à la cybersécurité. Donc nous espérons vraiment offrir de la visibilité à tous ces acteurs-là qui travaillent pour la cybersécurité au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Et bien sûr la protection des données personnelles. Donc bien sûr, restez connectés et suivez-nous sur les réseaux. Merci. Et moi, je mettrai les liens dans les show notes comme d'hab. Et n'hésitez pas à envoyer un message ou à découvrir le site ikarange.com et à écouter un de ces épisodes. T'as un dernier mot, Martine? Mon dernier mot, je pense, ce sera pour tous les jeunes que tout à l'heure tu charriais. Essayez de vivez pleinement votre vie, mais vivez-la de manière responsable, surtout sur les réseaux sociaux. Ouais. Merci beaucoup, Martine, c'est gentil. Merci à toi, Alice. À très bientôt. À la prochaine. En attendant, soyez uniques, soyez légendaires. Peace and love. We out.